Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h36 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias et des sites d'information israéliens. Une revue que nous allons débuter par l'annonce à l'issue de 2 réunions, l'annonce faite par le cabinet restreint pour la sécurité nationale qui a enfin adopté, on peut dire, une position officielle face au processus de réconciliation au sein du mouvement palestinien entre le Hamas et l'autorité palestinienne. C'est un titre que l'on trouve ce matin dans le site Ynet et dans l'ensemble des quotidiens israéliens. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale a décidé que tant que plusieurs conditions ne seraient pas remplies, il ne pourrait y avoir de reprise du dialogue entre Israël et le gouvernement palestinien. Les conditions posées par Israël sont le démantèlement de la branche armée du Hamas dans la bande de Gaza, la reconnaissance par le Hamas de l'État d'Israël et des accords déjà conclus, une rupture entre le Hamas et l'Iran et enfin la restitution des corps des 2 soldats Oron Shaul et Hadar Goldin ainsi que des 2 civils vivants détenus par le Hamas depuis plusieurs années. C'est le site Ynet, donc, comme je vous le disais, qui commente cette décision et qui affirme qu'elle risque d'empêcher la relance par les États-Unis du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens et qu'elle pourrait poser même un problème aux Égyptiens qui, on le sait, parrainent cette réconciliation et qui ont un intérêt sécuritaire à la formation d'un gouvernement d'union palestinien. Par contre, le site Ynet souligne que l'État d'Israël ne cessera pas la coordination sécuritaire qui discrètement a repris depuis les événements de juillet dernier sur le mont du Temple. Lors de la réunion d'hier, Binyamin Netanyahou a accusé Mahmoud Abbas d'avoir, je cite, pactisé avec les terroristes du Hamas. Selon le Ynet, le cabinet a finalement voté une décision qui a été promue durant cette réunion. On peut même parler de 2 réunions d'un total de 5 heures par 2 ministres de l'aile droite du gouvernement israélien, Naftali Bennett et Ze'ev Elkin. Et ce matin, le commentateur de la radio israélienne, Reshet Bet, a affirmé que Naftali Bennett s'est frotté les mains après la décision du cabinet restreint. Il n'en attendait pas autant. Ce sont quasiment toutes ces revendications qui ont été admises et acceptées par le cabinet restreint à propos donc de la relation entre le Hamas et le Fatah. Le Israël Hayom lui consacre ce matin encore une partie de sa première page aux révélations qu'il a publiées hier sur le désir de Khaled Mashal, l'ancien leader du Hamas, l'ancien leader politique à l'étranger du Hamas, de briguer la présidence de l'autorité palestinienne. Et dans son commentaire, le journal affirme que ces révélations ont créé des tensions hier entre les 2 composantes du mouvement palestinien. Pour le professeur Eyal Zisser, un célèbre orientaliste israélien cité par le Israël Hayom, l'objectif du Hamas à travers cette démarche de réconciliation serait tout simplement de prendre le contrôle de l'autorité palestinienne, en particulier en Judée et en Samarie. Le Israël Hayom mentionne en évidence l'annonce faite hier de la construction de près de 300 nouvelles unités de logement dans la localité de Bethel en Samarie. Et par ailleurs, le journal indique que la commission de planification de la construction en Judée-Samarie devrait valider aujourd'hui la construction de plusieurs dizaines d'unités de logement dans la localité de Migron, qui devrait être ainsi reconnue officiellement comme une localité à part entière et non plus comme un point de peuplement. Le ministre de l'Agriculture, Uri Ariel, du parti de foyer juif s'est félicité de ces développements, mais le Conseil des localités juives de Judée-Samarie se plaint et affirme que ces nouvelles unités de logement ne sont pas suffisantes, pas même pour faire face à un développement démographique de ces localités au cours des dernières années. Dans le site NRG, Shalom Yerushalmi commente ce matin les propos très controversés du nouveau patron du Parti travailliste Avi Gabay, qui a déclaré avant-hier qu'il n'était pas nécessaire de démanteler des implantations pour conclure un accord de paix avec les Palestiniens. Gabay vient d'une famille de droite, il a reconnu avoir déjà voté Likoud et il soutient l'équipe de foot nationaliste du Beitar Jérusalem, écrit Shalom Yerushalmi ce matin. Le Parti travailliste pensait trouver en lui un leader providentiel, mais apparemment il s'est trompé. Quant aux militants qui veulent rendre leur carte du parti après les propos de Gabay, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, écrit Yerushalmi, donc dans le site NRG. Quant à Chaim Schlein dans le Israël Hayom, il indique dans son commentaire qu'Avi Gabay se fait ainsi l'écho du Mapai historique, l'ancêtre du Parti travailliste, qui avait adopté il y a 50 ans des positions
semblables. Le Yediot Aharonot consacre ce matin dans l'esprit du temps sa manchette au témoignage de femmes israéliennes qui affirment avoir été victimes à un moment de leur carrière d'harcèlement sexuel. On peut donc lire en première page du journal ce matin le début des témoignages de Yael Abekassis, de la chanteuse Yardena Arazi, de Shiri Maimon, de la sportive Yael Arad et de l'ancienne ministre Likoud Limor Livnat, ainsi que de la journaliste Ayala Chasson. Et puis le site NRG, qui est décidément assez performant ces derniers jours, publie ce matin le témoignage d'un ancien journaliste de l'agence de presse américaine Associated Press qui a été en poste en Israël pendant plusieurs années. Ce journaliste, Mati Friedman, affirmé hier lors d'un panel organisé par l'Office de presse gouvernementale à Jérusalem dans le cadre de la visite organisée en Israël de nombreux journalistes de médias et journaux chrétiens conservateurs que la couverture médiatique d'Israël était un bluff. Mati Friedman d'expliquer qu'il existe un narratif à suivre lorsqu'il s'agit de préparer des reportages. Et lorsque j'ai constaté, a-t-il dit, que le fossé existant entre la réalité des faits et le narratif imposé était trop important, j'ai décidé de quitter la société de presse, a-t-il donc déclaré. Le journaliste arabe du Jérusalem Post, Khaled Abou Tohama, qui a participé à ce panel, a révélé que lorsqu'il était employé par la chaîne de télévision suédoise et qui préparait des sujets présentant Israël négativement, il était félicité, mais lorsqu'il préparait des sujets plus positifs sur l'État d'Israël, eh bien, on me qualifiait, disait-il, d'agent sioniste. Dans le même panel, le journaliste Chris Michel, qui est le correspondant de la chaîne conservatrice CBN, a affirmé que la presse internationale refusait d'expliquer dans ses reportages consacrés à Israël que le conflit israélo-palestinien était avant tout d'essence religieuse. Et par exemple, la couverture de l'oppression dont souffrent les chrétiens dans le monde arabo-musulman est déficiente, a dit Chris Michel, donc dans ce panel à méditer. Donc c'est sur le site NRJ. Et puis, nous allons sauter plusieurs informations pour arriver directement à une information qui a été publiée hier, toujours sur le site NRG hier après-midi, et qui depuis a été répercutée très massivement, on peut le dire, dans les milieux médiatiques francophones, puisqu'il s'agit d'un article rédigé par Tzvika Klein sur le site NRG, dans lequel Klein décrit la rencontre très houleuse qui s'est tenue hier entre la ministre de l'Intégration, Sofa Landwehr, ses plus hauts fonctionnaires, les plus hauts fonctionnaires du ministère, et des représentants des organisations d'Olim de France, dont Kalita, représenté par Marc Eisenberg et Ariel Kandel. Marc Eisenberg qui est là et qui va répondre justement à cet article et commenter en fait justement cette réunion. Cette rencontre a été organisée à la suite d'un article précédent de Tzvika Klein dans lequel il suggérait à la veille de Yom Kippour à la ministre de l'Intégration de demander pardon aux Olim de France pour les avoir discriminés par rapport aux Olim de l'ex-Union soviétique. Selon l'article publié hier après-midi par Klein, plusieurs responsables d'organisations qui viennent en aide aux Olim se sont insurgés contre la ministre et contre ses hauts fonctionnaires et se sont plaints de ne pas recevoir de subventions, même de soutien dans les démarches liées à l'intégration des Olim de France. Dans cet article, Klein explique, il cite également l'un des représentants qui affirmait que la ministre et ses fonctionnaires avaient parlé pendant 1h30 pour vanter leur action et que lorsque les représentants francophones ont enfin été invités à prendre la parole, ils se sont plaints du manque de répondants du ministère et de son refus de coopérer avec les organisations d'Olim. Il cite par exemple Shalom Var, qui est l'un des experts les plus connus en matière d'Aliyad France, responsable depuis plus de 20 ans du programme d'Aliyad Group, qui a affirmé ne pas comprendre pourquoi l'association Nefesh Benefesh, qui s'occupe de l'Aliyad d'Amérique du Nord, recevait chaque année 20 millions de shekels du gouvernement israélien, alors que les organisations d'Olim de France ne recevaient pas un tel budget. Sofa Landwehr a affirmé face à ces critiques qu'elle et son ministère considéraient les organisations d'Olim comme des partenaires à part entière du ministère, et au ministère de l'Intégration, on dément formellement les informations selon lesquelles cette réunion aurait été donc particulièrement houleuse. On prétend au contraire qu'elle s'est déroulée dans le calme. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.